Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Cheikh Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Tu as fait un bon voyage? Ça va, oui. C'était l'Organisation internationale du travail. Oui, c'était la conférence internationale du travail qui est organisée chaque année par l'Organisation internationale du travail. Oui. D'accord, les échanges étaient intéressants? Oui, les échanges étaient intéressants puisque, comme je l'ai dit, chaque année, les 194 États affiliés à l'Organisation internationale du travail viennent dans le cadre de la Convention 144 discuter de questions relatives à l'évolution, si vous voulez. Mais deux fois dans la même année, tu es allé là-bas? Non, c'est une fois par an. J'y étais l'année dernière. Là, en fin d'année? Non, en juin. Non, pas toujours en fin d'année scolaire, oui, en juin. Ah bon? Oui, c'est du 1er au 14 juin chaque année. Donc la première, si tu veux, la première quinzaine du mois de juin chaque année. Mm-hmm. Donc c'est dans ce cadre-là que les pays se rencontrent pour faire évoluer les normes, les normes réglementaires, les normes légales en matière de travail. Parce qu'il faut savoir que l'esprit de la Convention 144, c'est que toute négociation qui concerne le cadre réglementaire, en ce qui concerne le cadre réglementaire du travail, doit se faire entre, d'une part, les représentants des travailleurs, les représentants des employeurs et les représentants de l'État. Voilà. Donc, parce que c'est l'État qui produit les règles, qui produit les normes, et évidemment, ce sont les travailleurs et les entreprises qui négocient, si tu veux, le contenu de ces normes-là. Voilà. Donc, cette année, il s'agissait un peu de faire le bilan des normes de l'année passée. Ah ouais, c'est ce que j'allais te demander, quoi. Voilà, et puis voir... Est-ce qu'il y a eu des avancées? Oui, il y a eu des avancées. Quand je parle des avancées, je parle de notre pays, hein, parce qu'il y a quand même des gars de notre pays oui, qui il y a eu des avancées, mais malheureusement, je ne peux pas voler la vedette au ministre du Travail. C'est lui qui a la primauté pour pouvoir véritablement venir... expliquer ces avancées-là. Parce que je n'ai pas qualité au moment où je suis là pour parler de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que, évidemment, le Gabon a été présent, a été représenté au plus haut niveau par le ministre du Travail et le ministre en charge des Affaires sociales au niveau du gouvernement, par les ensembles des centrales syndicales des entreprises et des travailleurs. Et nous qui étions aussi là pour accompagner ces délégations. J'espère que cette fois, les gars sont allés pour bosser, parce qu'on dit souvent que les délégations gabonaises, quand elles partent, c'est pour aller acheter les habits, faire les courses. Ça, c'est ce que les gens racontent. Mais c'est ce que les gens racontent, justement, c'est ce que je te dis. Quand vous allez en mission à l'étranger, il y a toujours soit 1 ou 2 jours avant, parce que vous arrivez avant, hein, et vous pouvez prolonger 24 heures ou 48 heures après. C'est durant ces périodes-là que les gens vont un peu à découvrir un peu la ville, font quelques achats, pour ceux qui en ont les moyens, parce que ce n'est pas tout le monde aussi. Et puis, mais entre-temps, vous n'avez pas le temps. Tu as pu rencontrer des personnes qui sont dans le même secteur d'activité que toi, dans les affaires sociales? Non, parce que moi, j'étais pour le cas de l'OIT, et puis il y avait dans le même temps une réunion de l'Association internationale de sécurité sociale. Malheureusement, comme nous, ça aurait été intéressant pour toi? Ça aurait été intéressant pour tous les acteurs du domaine. Surtout qu'il faut savoir qu'il y avait un séminaire ici sur les organismes de sécurité sociale au niveau de la branche des risques professionnels. Et donc, au niveau africain, donc au niveau notamment de l'Afrique subsaharienne francophone, ils s'étaient rencontrés ici, c'était passé au Nomade. Et donc, il s'agissait encore de prolonger cette réunion-là, mais cette fois-ci dans un cadre un peu plus élargi, avec d'autres pays africains, et notamment d'autres pays aussi issus d'autres continents, toujours pour parler de la question de la prise en charge ou de la couverture des risques professionnels dans le monde du travail. Donc, ces rencontres-là sont véritablement importantes parce qu'elles permettent d'abord d'affirmer la présence, la voix du Gabon sur ces questions-là qui sont quand même des enjeux très importants, aussi bien pour notre pays que pour le monde entier. Et puis, la deuxième chose, elle permet aussi un échange d'expérience, un échange d'expertise
entre les différents acteurs qui participent à ces réunions. Et puis le troisième facteur, c'est de évidemment permettre de mettre en place une espèce de réseau. Ces réseaux-là qui parfois aboutissent à la création d'organisations spécialisées, comme c'est le cas par exemple pour la CIPRES ou encore l'AIRPRP, qui est spécialisée un peu comme la CIPRES, mais uniquement dans le cadre de la branche des risques professionnels. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Et puis, il faut savoir que pour cette 113e édition de la Conférence internationale du travail, le Gabon a porté sa voix, comme je le dis. Le Gabon a participé d'abord aux réunions du conseil d'administration du Bureau international du travail, qui sont toujours le prélude à l'organisation, à l'ouverture de la conférence elle-même. Et durant la conférence, il y a eu un vote, notre pays a voté, et puis un certain nombre de résolutions ont été prises, mais je pense que le ministre du Travail est mieux placé que moi pour, s'il le souhaite, venir le développer ici. D'accord. L'actualité internationale tourne autour de quoi? Ça tourne autour de la guerre déclenchée par Israël avec l'Iran. Il faut savoir que c'est une guerre qui était prévisible depuis les événements du 7 octobre 2023. Il faut savoir qu'Israël a décidé de véritablement se servir de ce prétexte-là pour essayer soit d'affaiblir, soit d'anéantir tout ce qu'elle considère comme étant ses ennemis. C'est la raison pour laquelle on s'est d'abord attaqué au Hamas, puis après on s'est attaqué au Hezbollah, au Hamas dans la bande de Gaza, au Hezbollah au Liban. Puis on a profité de la chute de Bachar al-Assad en Syrie pour récupérer cette zone stratégique qu'on appelle le plateau du Golan, donc à la frontière avec la Syrie. Et Israël a continué à frapper un certain nombre de groupes armés qu'elle estime comme étant des groupes terroristes qui s'attaquent justement à ses intérêts. Et donc, elle a aussi frappé les rebelles Houthis au Yémen. Donc, on voit bien que depuis, il y a une espèce de planification d'Israël à vouloir anéantir tout ce qu'elle considère comme pouvant représenter une menace pour son existence. Et donc, si vous voulez, à la pointe de la pyramide, en termes de menaces qui pèsent selon les Israéliens sur leur existence, l'existence de l'État d'Israël, il y a bien entendu l'Iran. Donc, après s'être attaqué au Hamas, au Hezbollah, aux groupes armés, avoir participé ou aidé de manière indirecte à la chute de Bachar al-Assad, qui était un allié de l'Iran, et après s'être aussi attaqué aux rebelles Houthis, qui, depuis le lendemain du 7 octobre, lancent des missiles sur Israël. Donc après s'être attaqué à toutes ces menaces-là, Israël a donc décidé d'en finir aussi avec l'Iran, qu'elle accuse de mener, si tu veux, en cachette, un programme de production d'armes nucléaires afin de pouvoir les utiliser un jour dans le cadre de leur projet d'éradication d'Israël. Et donc ils estiment que c'est une guerre préventive, c'est-à-dire qu'ils estiment que l'Iran ne respecte pas ses engagements pris dans le cadre de la signature du programme de non-prolifération d'armes nucléaires, que l'Iran ne respecte pas les engagements qu'elle avait pris vis-à-vis de l'AUR. Mais il faut se rappeler qu'en 2014, les Iraniens avaient signé un accord avec les Américains en présence des Chinois, des Russes et des représentants de l'Union européenne, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. C'était à Genève, et que lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir en 2016, il a, de manière unilatérale, décidé de ne pas reconnaître cet accord-là et de remettre en place des sanctions. Parce que le principe de l'accord nucléaire signé entre l'Iran et le groupe dit du G5 était d'obtenir une levée des sanctions américaines, sanctions financières qui pèsent sur ce pays-là depuis l'arrivée au pouvoir des ayatollahs en 1979, en échange d'un abandon du programme nucléaire militaire. Pas du nucléaire civil, mais du nucléaire militaire. Et donc, Donald Trump est arrivé en expliquant que ce programme-là, cet accord, qui avait été signé par son prédécesseur Barack Obama, était mauvais, et que donc cela ne répondait pas aux attentes à la fois des Israéliens et des Américains, et donc il avait décidé unilatéralement de sortir de cet accord. Donc, de ce point de vue,
les Israéliens ne se sentaient plus donc obligés de respecter les termes de cet accord-là. Et donc, selon de nombreux rapports produits par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran aurait repris l'enrichissement de l'uranium et serait déjà proche des 60%. Il faut savoir que pour obtenir de l'uranium militaire, il faut arriver à 90%. Mais à partir de 60%, on est déjà dans une phase critique qui est assez complexe, mais dont l'Iran a déjà montré qu'elle maîtrise parfaitement le processus. Et donc, pour les Israéliens, principalement les Occidentaux, l'Iran serait proche d'obtenir l'arme nucléaire. Mais ça, évidemment, c'est assez difficile à dire, puisque on voit très bien que ça fait des décennies qu'Israël dit que l'Iran devait se doter de l'arme atomique dans les 2 ou 3 ans qui arrivent. Et il faut pas aussi oublier que depuis 1990, c'était exactement la même rhétorique qu'Israël avait vis-à-vis de l'Irak, en disant que Saddam Hussein était en train de préparer des armes de destruction massive, était en train de préparer l'arme nucléaire. Donc après la chute de Saddam Hussein en 2003, c'est maintenant cette même rhétorique aussi que Israël ne cesse d'employer vis-à-vis de l'Iran. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez difficile, puisque il y a eu de nombreuses interruptions sur le programme d'inspection de l'AIEA. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu la parole des Iraniens contre celle des Israéliens et celle de l'AIEA. Moi, je dis que c'est difficile de pouvoir avoir la certitude concernant le niveau réel d'enrichissement du programme iranien, parce qu'il y a eu à la fois des interruptions, il y a eu des reprises, il y a eu peut-être même il y a eu du bluff aussi, ça peut arriver vis-à-vis de ce présumé programme d'enrichissement. Il ne faut pas oublier que, par exemple, concernant les armes de destruction massive, Saddam Hussein, qui avait été accusé durant toute la décennie des années 90 de disposer des armes de destruction massive, n'avait jamais dit qu'il ne les avait pas. D'accord, mais n'avait jamais dit non plus qu'il les avait. Donc, il avait un peu joué sur cette ambiguïté-là, alors qu'après sa chute, on avait constaté qu'en réalité, il n'avait jamais disposé des armes de destruction massive. Et donc, il avait joué sur cette ambiguïté-là pour faire croire, notamment aux Occidentaux, qu'il disposait d'armes qui avaient un niveau de létalité quand même assez important, et que donc il pouvait les utiliser contre ses ennemis que pouvait représenter en l'occurrence Israël. Et donc Israël avait joué sur ça, sur le fait que l'Irak avait une position assez ambiguë, et pour dire qu'ils ont les armes de destruction massive, alors alors qu'ils ne les avaient pas. Saddam Hussein, comme je l'ai dit, jouait sur ça pour surestimer en fait la puissance de son armée. On avait raconté des choses en disant que l'Irak était l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, mais après la chute de Saddam Hussein, lorsqu'on a regardé l'arsenal militaire irakien, on s'est vite rendu compte que l'embargo sur les armes qui avait pesé sur l'Irak dès la fin de la première guerre du Golfe a eu des effets dévastateurs sur la qualité des équipements, et donc la plupart des équipements étaient vieux, étaient obsolètes et tout ça. Et donc l'armée irakienne en réalité était déjà en lambeaux lorsque les Américains l'ont attaqué en 2003 et en 2004. Il y a même un certain nombre de rapports qui disent que ce sont les inspections de l'AIEA qui étaient allés regarder les soi-disant arsenals d'armes de destruction massive, en fait, que ce sont les rapports de l'AIEA qui avaient permis d'alimenter, si tu veux, les connaissances du renseignement américain pour savoir en réalité que l'armée irakienne n'était plus que l'ombre d'elle-même, et n'était plus cette force que l'on considérait comme étant l'une des plus importantes dans la région. Et donc, on voit aussi que c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est assez difficile de dire que l'Iran disposait de l'arme nucléaire ou en capacité de pouvoir les produire, tant on sait que dans ces rapports-là, dans ces rapports de force-là, il y a aussi beaucoup de bluff. Donc ça c'est assez difficile à montrer. Et puis donc lorsque
Israël aussi a déclenché de manière unilatérale cette attaque. Elle s'est faite alors que l'Iran avait renoué les négociations avec les États-Unis, qui avaient été interrompues après la sortie des États-Unis de l'accord. Et puis les Américains s'étaient rendus compte qu'il fallait absolument aussi empêcher que la région ne s'embrase, puisque Israël menaçait à chaque fois d'attaquer l'Iran, soi-disant à cause du programme. Et donc les Américains se sont dit, bon, écoutez, on va aller regarder ce qu'il y a réellement dans ce programme-là, pour savoir si oui ou non l'Iran est réellement en capacité de produire l'arme nucléaire. Mais ils avaient commencé à négocier et les négociations devaient reprendre dimanche dernier, le 15, et donc vendredi, donc le 13, Israël a décidé de manière unilatérale d'attaquer l'Iran. Il faut rappeler que cette attaque israélienne se fait en plus, une fois encore, hors du cadre du droit international, hors de tout respect de toute convention, notamment les conventions de Genève et tout ça, puisque dans les attaques d'Israël, il y a eu des civils qui ont été tués. Israël estime que ces civils-là, c'était des scientifiques qui étaient ceux qui faisaient marcher le programme d'enrichissement de l'uranium iranien. Et donc, le fait que l'on attaque des cibles civiles, c'est une violation des dispositions de la Convention de Genève. Et donc, ça, évidemment, ça prouve que, une fois encore, Israël a décidé de se mettre en dehors de tout cadre légal sur le plan international. Et on voit une fois de plus que d'un côté, on a la plupart des pays du monde qui appellent à la désescalade, qui appellent à la paix, qui appellent à la discussion. Et d'un autre côté, on a les soutiens d'Israël, incontestables, les pays occidentaux, qui, dans une doctrine tout à fait nouvelle, estiment qu'Israël a le droit de défendre, même si Israël est en position offensive. C'est-à-dire que c'est Israël qui attaque, mais on dit qu'Israël doit se défendre. Et donc, ils estiment aussi que, de ce point de vue-là, ils doivent défendre Israël en cas de riposte de la part de l'Iran. Et il faut savoir que depuis 5 jours, jusqu'à présent, l'Iran ne se laisse pas se faire. On voit très bien aujourd'hui que le système antimissile, le dôme de fer, fonctionne, à mon avis, a commencé à montrer ses limites. Parce qu'on déplore des deux côtés des pertes en vies humaines, plus de 200 du côté iranien, mais il y en a déjà plus d'une vingtaine du côté israélien, il y a plus de 500 blessés du côté d'Israël, et on dénombre aussi plusieurs centaines de blessés côté iranien. Mais la crainte qui est véritablement plane, c'est sur la durée de la guerre. Certains experts estimaient que l'Iran disposerait d'environ un arsenal d'à peu près 3000 missiles. D'accord ? Et qu'une fois que ce stock de missiles-là serait épuisé, et l'Iran ne bénéficiant pas d'un soutien d'une puissance extérieure en termes de fourniture d'armes, un peu comme Israël. Israël dispose d'abord de soutien en termes de fourniture de tous les Occidentaux, en tête les États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis ont même livré une bombe qu'ils détenaient seuls, c'est le GBU-57, la bombe qu'on appelle la bombe anti-bunker. C'est une bombe qui pèse 15 tonnes et qui a été utilisée par les Israéliens pour essayer de détruire les bunkers, les installations nucléaires iraniennes qui sont enfouies à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Alors, si les Israéliens au départ disaient que ces installations avaient été détruites, on se rend bien compte qu'aujourd'hui qu'il faut relativiser la destruction. Ces installations ont été certes touchées par les attaques israéliennes, mais de là à affirmer qu'elles sont déjà totalement hors de service, c'est une affirmation que beaucoup d'experts commencent à remettre en doute. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les installations de Natanz, c'est au centre de l'Iran, sont situées à plus d'une centaine de mètres de profondeur, et même le GBU-57 n'est pas en capacité d'aller détruire un bunker situé à une telle profondeur. À quelques dizaines de mètres, oui, il semblerait que, par exemple, c'était cette bombe-là qui avait été utilisée dans la banlieue de Damas et qui avait permis de tuer Hassan
Nasrallah, qui était dans un bunker situé à quelques dizaines de mètres de profondeur dans la banlieue de la capitale syrienne. Et on voit que cette bombe-là avait fonctionné, avait pu entraîner la mort du chef historique du Hezbollah. Malheureusement, on le voit que pour l'Iran, cette bombe-là ne serait pas d'une grande efficacité. Donc, même si les Israéliens bénéficient du soutien des Occidentaux en termes de fourniture d'armes, les États-Unis en tête, mais il semblerait que l'Iran ne serait pas en reste, puisque l'Iran a aussi des soutiens, peut-être pas encore affichés, qui disent qu'ils vont fournir des armes, mais certains experts soupçonnent par exemple que la Corée du Nord, qui a une très grande expérience en matière de production et de fourniture d'armes, surtout d'armes balistiques, pourrait venir aussi en aide à l'Iran. Et si on voit que des pays commencent à venir en aide à l'Iran, il faut aussi savoir que l'Iran est membre des BRICS+. Et donc, si la Chine, par exemple, ou la Russie, qui est aussi un allié de l'Iran, mais qui... certains experts estiment que comme la Russie est engluée dans la guerre en Ukraine, elle n'est pas en capacité de pouvoir aider l'Iran. Ça, il faut relativiser aussi. Pourquoi ? Parce que dans la période qui est celle-ci, on est au début de l'été en Europe. La Russie a multiplié les attaques et regagne du terrain. C'est la Russie qui a la domination sur le terrain actuellement. Et donc, comme la Russie regagne du terrain, on voit bien qu'elle est en position de force et que si elle parvient, si on voit le rythme actuel où elle, par exemple, la semaine dernière, elle a d'un coup gagné plus de 200 km de conquête, alors que quelques mois auparavant, elle parvenait au rythme de 2 à 3 km par jour, voire par semaine. Donc là, on voit que véritablement, la Russie est en train de reprendre de la vitesse de croisière. Et donc, on voit que dans ce contexte-là, il ne serait pas aussi totalement impossible que l'Iran puisse bénéficier, en termes de fourniture d'armes aussi, de l'aide de la Russie. Et donc, si d'un côté, on a Israël avec ses soutiens occidentaux, de l'autre côté, on a l'Iran avec des soutiens probables comme la Corée du Nord et la Russie en termes de fourniture. Là, ça veut donc dire que la guerre va mettre du temps. Et ça c'est un risque de déstabilisation profond et très grave dans cette région-là. Cette région que je rappelle qui est extrêmement importante pour le monde entier. Pourquoi ? Par exemple, c'est la région où près de la moitié du pétrole consommée dans le monde est produite. C'est dans cette région-là où transite 40% du pétrole par la voie maritime, donc notamment au large de l'Iran. Et donc tout ça fait qu'on est dans une situation qui est extrêmement dangereuse. Et malheureusement, on constate qu'il y a une forme d'ambiguïté, notamment de la part des États-Unis, où on a d'un côté le président américain qui dit qu'il n'a pas participé à l'attaque. Les États-Unis n'ont rien à voir avec cette attaque israélienne, mais il continue de soutenir Israël. Il demande même aux Iraniens de quitter Téhéran. Il met la pression pour les Iraniens pour pouvoir signer un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Donc, on voit très bien que la position des États-Unis et des Occidentaux n'est pas de nature véritablement à amener une désescalade. Même si, lors de dernière semaine du G7 à Kananaskis au Canada, ils ont appelé les différentes parties à la paix. Mais on voit très bien que Israël est dans sa volonté de poursuivre cette guerre-là pour pouvoir anéantir. On n'est plus dans l'anéantissement du programme nucléaire iranien. Non, je pense qu'on est dans la tentative d'anéantissement du régime des mollahs iraniens, en espérant l'affaiblir suffisamment pour peut-être tenter d'insuffler une forme d'insurrection qui pourrait renverser le régime. Je pense que c'est véritablement vers ce quoi essaie de tenter le régime israélien, puisque Benjamin Netanyahu avait même appelé la population iranienne à se soulever contre le régime en place. Mais on voit très bien que le conflit continue et on ne voit véritablement pas une baisse de l'intensité, et ça c'est très très mauvais pour la région et pour le monde. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio le plus haut de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.